Du 19 au 21 octobre, la ville d'Agetmo présentait sa 13e édition de la Fête de la Chaise. 50 exposants se sont donné rendez-vous pour présenter leur travail et leur savoir-faire au public. C'est un événement maintenant qui est devenu incontournable puisque les entreprises en ont besoin. Elles sont très contentes d'exposer sur 3 sites, le chapiteau, le marché couvert et la rotonde. La chaise est le symbole de cet événement et certains artisans comme Sophie nous offrent une démonstration de leur métier. Je suis pile poil dans le thème, voilà. On y est vraiment là, pour le coup c'est bon. Je suis donc tapissière, je refais les fauteuils et je fais aussi des créations. Donc comme on voit là-bas derrière avec les chaises, avec les petits chiens. Je fais imprimer les tissus en fait, donc d'après une photo. Donc c'est pour ça qu'en fait on peut vraiment faire ce qu'on veut. Il y a beaucoup de travail de préparation, donc ça c'est le plus long. Et après, mais forcément le travail il faut le faire aussi. Donc compter une à 2 journées par rapport au fauteuil, à sa taille et à tout ce que le client demande dessus, quoi. Mais bien d'autres meubles sont à découvrir. Une large palette d'objets créés par des industries landaises. Des industries qui ont à cœur d'ouvrir leurs portes cette année et de faire découvrir au public un savoir-faire français. Alors, cette année, l'événement, si l'on peut dire, c'est les entreprises d'Agetmo qui se sont ouvertes au public. Donc sur inscription, on peut visiter les ateliers. Mais quand on dit les ateliers au sens propre, c'est-à-dire les ateliers en fonctionnement. Pendant que certains visitent les ateliers locaux, d'autres pourront également découvrir des artistes qui sont venus partager leur passion. Alors je fais des sculptures avec de la récupération en métal, un peu de tout, guitare, animaux, insectes. Et ça, je récupère un peu de tout, chaînes de moto, vélo, tout ce qui est à la poubelle, tout ce qu'on jette, quoi. Tondeuse, tronçonneuse, des moteurs de voiture. Je le fais à l'instinct, quoi. Artisans, industriels et artistes ont pu se retrouver cette année encore et dévoiler leur travail aux visiteurs. L'occasion aussi de discuter et de déguster de bons produits du terroir. Pour le déjeuner, nous avons un petit marché fermier qui est organisé à l'extérieur. Et donc on peut y trouver de très bonnes choses, des produits de Chalosse bien entendu, avec les magrets, les poulets et plein de bonnes choses. Depuis peu, le skatepark de la plaine de l'île verte de Souston dispose d'un aménagement supplémentaire, fruit d'un projet porté par le conseil municipal des jeunes de la ville, qui était fier d'en faire l'inauguration. Ils ont parlé un peu du sujet, les adultes, et après ils nous ont demandé, nous les jeunes, quoi ce serait mieux. Et après ils ont regardé le budget et voir si c'était bon et ils l'ont fait. C'est vrai que c'était déjà un projet que nous avions, nous, en tant qu'élus du conseil municipal. Eux aussi, il y a des commissions comme nous au niveau du conseil municipal des Grands. Et du coup, ils avaient aussi ce projet, ça leur tenait à cœur aussi d'avoir un projet sur le skatepark. Donc l'idée est venue effectivement que nous, notre projet du programme et eux, leur idée, qu'on puisse effectivement donc, la faire germer ensemble. En prolongeant ainsi l'ancien skatepark, le but était que les skateurs et autres amateurs de sport de glisse débutants puissent avoir leur propre terrain de jeu et s'entraîner sans être gênés par les plus expérimentés. On pensait que pour les jeunes, pour les débutants, ce serait mieux qu'au lieu d'être avec des plus grands qui savent déjà faire, déjà skater, que eux puissent essayer quand même, mais en ayant un skatepark pour eux. La taille en tant que telle est bonne, mais c'est que les débutants, c'est vrai, avaient du mal peut-être à trouver leur place face à des enfants ou des adultes qui savent déjà bien maîtriser le skate. L'initiative de faire un mini skatepark, comme en plus on a une école de skate au niveau de la commune où les cours ont lieu le samedi matin, était aussi que pour ces jeunes et ces débutants, ils puissent avoir un lieu qui soit vraiment dédié pour eux. Je vais à peu près une fois par semaine ou des fois j'y vais pas. Mais... moi ça fait 8 ans que je viens quasiment toutes les semaines et puis voilà. Déjà, les 2 bosses, c'est bien pour faire des sauts et puis le rail là-bas, c'est bien pour s'entraîner à faire des figures dessus. En plus de faire le bonheur des sportifs, cette réalisation aura permis au conseil municipal des jeunes de voir se construire un projet du début à la fin.
Ils étaient vraiment très volontaires, c'est bien parce que c'est vrai qu'ils ont beaucoup de projets, pas que en sport, mais c'est vrai qu'ils sont très motivés, ils sont assidus en plus aux réunions et du coup on avait pu effectivement venir sur le site avec eux pour voir comment ils voyaient le projet, même si nous on avait déjà des idées aussi sur le projet, mais partager avec eux, on les a fait travailler aussi sur des dessins et du coup c'est vrai que c'est vraiment agréable de travailler avec des enfants et qui surtout en plus sont vraiment impliqués dans la commune et dans la vie sportive de Souston. C'est cool et ça montre qu'on peut faire des choses et c'est cool. Lors du 3e tour de la Coupe des Landes, le club Saint-Paul des Sportivos recevait Peyrehorade Sport Football au stade d'Aurus. Les locaux entrent difficilement dans le match en première période et peinent à se positionner sur le terrain. Une des organisations qui profite au vert et blanc, qui se crée quelques occasions sans toutefois réussir à marquer. Bien que les Saint-Paulois finiront par posséder davantage le ballon à la fin de la première mi-temps, eux aussi ne parviendront pas à changer le score, qui restera à 0-0 à la pause. Rouge comme vert entrent déterminés sur le terrain en seconde période. Malheureusement pour les locaux, celle-ci leur coûtera un pénalty dû à une sortie trop brusque du gardien. Celui-ci sera contraint de quitter ses cages après contestation de la décision de l'arbitre. Et malgré les efforts du gardien remplaçant, les Verts inscrivent le premier but de la rencontre. Avec désormais un but de retard, les Saint-Paulois cherchent tant bien que mal à égaliser, mais là encore sans succès. Après une nouvelle faute pour les Rouges, les Peyrehoradais inscrivent un second but et se mettent à l'abri. Et c'est finalement sur ce score de 2-0 que le match se termine et permet aux Verts et Blancs de continuer leur parcours en Coupe des Landes. Ça a été un match de coupe difficile contre une équipe supérieure hiérarchiquement. On a réussi à mettre l'agressivité nécessaire pour prendre le dessus, surtout en première mi-temps, territorialement, sans convertir les quelques occasions qu'on s'était créées. Deuxième mi-temps, ça a été plus haché. On a réussi à être plus efficace offensivement, en scorant 2 fois et en restant discipliné et rigoureux. Voilà, donc une qualification, je pense, méritée sur l'ensemble du match. On les rencontre souvent depuis de nombreuses années, donc on connaît le contexte, on a su mettre les ingrédients qu'il fallait en restant rigoureux et discipliné et en jouant au ballon. Ça confirme le travail qu'on a mis en place depuis le début de saison avec beaucoup de sérieux de la part de l'ensemble des joueurs seniors et donc une qualification méritée par rapport à leur investissement depuis 3 mois. Là c'est la vraie coupe qui commence avec la qualification pour les 16e de finale. Mais on est une équipe de 3e division de district, donc ça va être difficile pour nous de passer plusieurs tours, mais comme toutes les compétitions, on le fait avec ambition, et donc on va faire le nécessaire pour créer quelques belles surprises. Sur leur terrain, les Verts de Peyrehorade recevaient les Basques-Hollandais du Bouc au Tarnostad, classés respectivement 6e et 7e de leur poule avec 1 point d'écart. Les 2 équipes comptaient avant cette rencontre 3 victoires pour 3 défaites. Désormais, Peyrehorade compte une victoire de plus. Très satisfait, soulagé, on fait une très belle entame où on fait de beaux mouvements, où on approche je crois 3-4 fois de la ligne d'essai. On concrétise une fois, ce qui fait que Boucau est resté à la portée de fusil et du coup finalement ça s'est décanté que dans les dernières minutes. Mais vraiment on est content de la prestation des joueurs. À domicile, les rugbymen du Peyrehorade Sport Rugby Pays d'Or ont rapidement pris l'avantage au score sur leurs adversaires du jour. Un avantage qu'ils garderont jusqu'au coup de sifflet final,
Même si les joueurs du BTS ont réduit plusieurs fois l'écart grâce à des pénalités et un essai transformé, mais cela ne leur suffira pas pour s'imposer sur la pelouse de Peyrehorade. Très déçu, même frustré, parce que chaque année on vient avec des intentions ici à Peyrehorade pour gagner. On n'est pas loin de la vérité, mais on fait beaucoup trop de fautes. L'arbitre il nous aide jamais ici. C'est toujours compliqué de venir à Peyrehorade et se faire pénaliser autant, quoi. Donc c'est dommage, parce qu'en venant gagner ici, on lançait en fin de saison. Donc là, on est toujours au milieu du classement, ça va être compliqué encore. On fait énormément de fautes en deuxième mi-temps, on se fait pénaliser un nombre calculable de fois, et quand on est dans les zones de marque, on n'arrive pas à marquer, on s'affole un peu, tout le monde veut essayer de marquer. Enfin, on n'a pas de réussite, on n'est pas assez patient pour gagner des matchs comme ça, faut qu'on soit un peu plus tueur. A l'inverse, les Peyrehoradais ne se sont pas affolés quand par 2 fois le BTS est revenu au score à 1 point. Les Verts ont continué à mettre en place leur jeu de passe et à trouver des espaces dans la défense adverse. C'est comme ça qu'on s'entraîne depuis qu'on est arrivé à début août. On leur demande de tenir le ballon, d'essayer de multiplier les temps de jeu, de rester debout un maximum de temps. Et on voit aujourd'hui finalement que ça marche, parce qu'on les transperce beaucoup de fois, même si on lâche des ballons, ça c'est normal. Le jeu demande au bout d'un moment une prise de risque et on fait quelques fautes. Mais je trouve que ça y est, là on se retrouve bien dans le mouvement, et ce qui fait qu'on domine beaucoup les parties. Et je pense que c'est de bon augure. Si on reste comme ça, c'est de bon augure pour après. Le Peyrehorade Sport Rugby Pays d'Ort s'est imposé 28-19 face au Bucco Tarnostad, qui reste à 15 points en milieu de tableau. Ouais, c'est le début de la saison, c'est surtout bientôt la fin de la première partie, donc on a beaucoup de regrets. À Moléon on fait un bon match aussi, on prend 0 points. Ici on fait un bon match, on prend 0 points. Faire des bons matchs et prendre 0 points, on va pas y arriver. On va jouer la 9e place ou la 8e place comme chaque année, et on sera frustré à la fin de la saison. Donc à nous de relever un peu la tête et de vite préparer Hasparren en 15 jours. Pour l'heure, le BTS est invaincu à domicile, tout comme Peyrehorade. L'objectif du groupe, c'est rester invaincu à domicile, parce que c'est déjà compliqué. On s'aperçoit que dans la poule, il y a, je crois, 6 ou 7 équipes qui ont déjà perdu à la maison. Nous, c'est pas encore le cas, et on fera tout pour rester invaincu à domicile. Et s'il y a ça, déjà, je pense que la qualif sera pas très loin. Prochain match pour les 2 équipes, le 11 novembre. Bucco Tarnos recevra Hasparren et Peyrehorade se déplacera à Orthez. Dans le cadre des automnales de la Benne et du nouveau rendez-vous de Max appelé les Insolites, le collectif Balle Perdue s'était rendu à la chapelle Sainte-Thérèse de la Benne pour présenter son flash de propagande poétique en 26 chapitres intitulé Asile Club, qui s'empare de la question des migrations et appelle à la réflexion sur notre société. La jeunesse, c'est en fait l'histoire de Hassan David. Hassan David, c'est un Ivoirien qui a traversé à partir d'Afrique subsaharienne jusqu'à Melilla, qui est la frontière entre l'Espagne et l'Europe, qui a essayé de franchir la barrière et qui, une fois qu'il est arrivé là-haut, il s'est retrouvé bloqué parce qu'en bas, il y avait les policiers. Mais avant de descendre, il a mis quelques heures à descendre, il a voulu se raconter. Et moi, cette histoire de personne qui prend la parole en haut d'une barrière et qui se dit qu'il a perdu, mais qui peut toujours prendre la parole, ça m'a touchée. Je me suis dit, tiens, on peut partir de cette actualité-là. Et nous, qu'est-ce qu'on lui répondrait à cette personne, à Hassan? Qu'est-ce qu'on dirait à Hassan? Donc du coup, le plus juste pour traiter d'une problématique comme la question migratoire, qui est un peu compliquée, c'était de partir de nous, cette génération-là, qu'est-ce qu'on a aussi à dire face à cette actualité. Et chaque chapitre devient un point de vue ou une réponse ou un dialogue avec Hassan David. Chapitre 16. Francisco Goya versus la Gournette. Entre théâtre et performance, les comédiens chantent, récitent, dénoncent, parlent avec le public ou se taisent, avec pour seul accompagnement de la musique électronique ou de la flûte traversière. Je peux tout regarder, tout. Nous voir, vous voir, te me revoir, te dire au revoir à deux pattes, à quatre pattes. Ces chercheurs d'or cachés dans la brousse et la broussaille. Dans les draps, sans les draps. Créputer la forêt le jour et se réveiller la nuit juste avant les forêts. Entre les mers, la route, l'autoroute, fuir la déroute. Dans le bateau, sur le bateau, avant d'embarquer sur le diable. Se renverser du diable dans l'enfer. Autour de ce chœur très présent gravitent de nombreux personnages interprétés par des figurants choisis en amont et toujours différents.
On a laissé bien évidemment la metteuse en scène nous distribuer les rôles après une petite après-midi à faire des trainings. Moi j'étais le petit lapin qui accueillait, qui ouvre les portes. Et moi j'étais la sirène. J'étais la bergère. Et moi le golfeur. C'est un groupe qu'on choisit, enfin en tout cas qu'on a le lieu où on joue, par exemple à la Benne. C'est-à-dire que chaque figure, c'est les gens qui sont ici, avec qui on bosse pendant 3 jours, avec des ateliers. Et pour moi, elles représentent un peu des fantômes. Voilà. Elles sont plus théâtrales, elles sont toutes voilées. Et pour moi, elles donnent soit des respirations, soit une seconde lecture. Et le fait que le paysage offre des horizons et des perspectives, ça permet à ce texte qui est très présent et très frontal de pouvoir se respirer. Et c'est des personnages et du coup, chacun interprète ce qu'il a envie d'interpréter. Je ne savais pas sur quoi j'allais tomber et je trouve que c'est vrai qu'il y a une énergie et beaucoup de gens ont senti cette énergie, cette émotion qui a émané de tous ces textes et de tout ça. Et beaucoup de gens ont versé leurs larmes et j'ai trouvé ça assez fort. Et en plus dans ce lieu un peu face à l'océan et tout ça qui amène beaucoup d'énergie, je trouvais ça assez magique. La soirée s'est achevée par de très nombreux applaudissements, preuve que le message d'Asile Club aura su résonner dans les oreilles et le cœur du public. Je pense que ça a plutôt bien réagi. Et je suis assez contente parce que des fois on dit que c'est une proposition qui peut demander soit une exigence, soit voilà. Et je me rends compte qu'en fait le public mélangé qui va avoir du théâtre ou pas avoir du théâtre, si à un moment donné il reçoit la proposition en dehors de sa tête mais qu'il arrive à le descendre dans le ventre, en général ça fonctionne. Et en tout cas je suis assez fière de mon équipe, voilà. Et ça c'est cool.